Les chaussures, elles sont soviétiques. Non, peut-être tchèques. Le pantalon soviétique. L'arme soviétique. Ceinturon soviétique. La veste soviétique, comme le prouvent les boutons. Le chargeur soviétique. Le sac à dos soviétique. Le pacol, béret afghan. Et ça, c'est une bonne bouille d'afghan. This is Radio Moscow World Service. Le 25 décembre 1979, quand les Soviétiques sont entrés en Afghanistan, il était 23h, 23h30, quand soudain, nous avons entendu le bruit infernal des tanks et des avions. On s'est levé, on est sorti de la maison, et on a vu des milliers de tanks entrer en Afghanistan par la route du Nord. Et cela a duré des jours entiers. D'après les informations qu'on m'a données et que j'ai pu obtenir, 100 000 soldats soviétiques ont ainsi envahi l'Afghanistan. Cette intervention soviétique n'est pas le fruit du hasard. L'Afghanistan est un État tampon coincé entre l'URSS au nord, l'Iran à l'ouest, le Pakistan au sud et à l'est, et la Chine au nord-est. L'URSS et l'Afghanistan ont toujours été les meilleurs amis du monde. La Russie de Lénine a été la première à reconnaître l'Afghanistan lors de son indépendance en 1919. L'Afghanistan sera le premier pays à reconnaître l'Union soviétique en 1922. Tout au long du XXe siècle, les rapports entre les deux pays sont excellents. L'Union soviétique est très présente avec de nombreux programmes de coopération dans divers domaines comme l'agriculture, la construction d'infrastructures et la formation de l'armée afghane. Moscou est le premier partenaire économique de Kaboul, mais l'Afghanistan reste un pays indépendant, libre et souverain. Le mariage d'amour et de raison entre les deux pays va paradoxalement prendre fin le 27 avril 1978, le jour où les communistes afghans prennent le pouvoir par un coup d'État sanglant à Kaboul. Brejnev, au début, est opposé à l'intervention des troupes en Afghanistan. Il n'est pas opposé à l'idée d'envoyer de l'aide, y compris sous forme de conseillers militaires. L'Afghanistan est plongé dans une guerre civile sanglante. Il y a un chaos qui s'instaure. On ne sait pas trop comment va être résolue la crise au sein du Parti communiste au pouvoir. Entre mars et décembre 1979, quand l'Union soviétique n'avait pas encore envahi le pays, plusieurs choses évoluent. D'une part, les tensions au sein du Parti communiste afghan empirent, et de plus en plus de membres du parti sont mis de côté. Et même les deux chefs du Parti communiste afghan, Mohammad Taraki et Hafizullah Amin, sont de plus en plus opposés l'un à l'autre. Ce qui va faire changer Brejnev d'avis,
ce sont plusieurs choses. Le déclin de la détente. La détente, c'est un peu son bébé. Du point de vue américain, l'Union soviétique abuse de cette période de la détente pour renforcer son emprise sur le monde. Par exemple, en 1975, nous avons la chute de Saigon au Vietnam du Sud et ensuite la réunification du Vietnam comme pays communiste. Et l'Afghanistan semble correspondre au même schéma. Brejnev, personnellement, était peu enclin à soutenir Amin. Publiquement, il a soutenu et accueilli Taraki à Moscou. Lors de sa visite en 1979, Brejnev lui a dit « Ne t'inquiète pas, à ton retour en Afghanistan, tu auras tout notre soutien ». Mais lorsque Taraki revient dans son pays, il est arrêté et assassiné. Et ça, Brejnev l'a vu et considéré comme une offense politique, mais aussi et surtout comme une insulte personnelle. Le camarade Amin ayant tué son rival Taraki, l'ami de Brejnev, il entreprend de nouvelles réformes révolutionnaires qui ne tiennent pas compte des cultures ancestrales et qui sont mal comprises par la population. Amin, loin de la doctrine Brejnev, n'écoute pas Moscou et provoque les autorités soviétiques en instaurant en Afghanistan une dictature qui opprime le peuple. Au sein de l'armée afghane, beaucoup de militaires désertent et rejoignent le maquis. À l'automne 1979, les Soviétiques ont très peur que les Américains prennent avantage de cette situation en Afghanistan. Il leur paraissait probable qu'Amin les provoquait volontairement pour déstabiliser la région. En plus, les Soviétiques apprennent qu'Amin aurait rencontré des Américains. Cela s'expliquait simplement. Il avait étudié aux États-Unis. Et soudainement, ces aspects de sa biographie sont devenus suspects aux yeux des Soviétiques. Ils pensaient qu'Amin était un agent de la CIA. Dans le plus grand secret, fin décembre 1979, l'armée rouge envahit l'Afghanistan. Amin est assassiné par les Soviétiques et remplacé par un pion de Moscou fidèle au Kremlin, Babrak Karmal. Un pont aérien sur Kaboul marque le début d'une guerre sanglante qui sera le dernier conflit de la guerre froide. Un conflit qui scellera le sort du bloc communiste et de l'Union soviétique, entraînant sa chute. Une guerre qui va changer la face du monde. This is a callous violation of international law and the United Nations Charter. It is a deliberate effort of a powerful atheistic government to subjugate an independent Islamic people. انقلاب ملي و دموکراتیک ثور د ثور انقلاب لپاره ورسته زمون په هیواد کې د هیواد د بیت به صورت مطمئن و پیروزمندانه گام برمی‌دارد از مشعل فروزان سواد و دانش. Au moment de la réunion entre Brejnev et ses plus proches conseillers, lorsqu'on décide finalement d'intervenir en Afghanistan, d'envoyer les troupes en Afghanistan, le document dont on dispose actuellement, et qui est le seul document écrit dont on dispose, ce document s'appelle « Sur la situation dans A ». Et on met la lettre A entre guillemets. Donc, une espèce de climat secret, ultra secret, conspirationniste. Une partie des membres du Politburo n'est pas mise au courant tout de suite. Ils l'apprendront qu'au début de 80. Alors, que dire de la population soviétique, évidemment, qui évidemment va apprendre dans la presse qu'il y a eu un contingent limité suite à une demande du régime afghan qui était envoyé simplement pour les aider dans un contexte un peu difficile à rétablir l'ordre, mais ce contingent ne restera pas et de toute façon on n'est pas là, c'est un pays ami, on est là pour les aider, regardez ce qu'on fait depuis des années, etc., etc. Quand on m'a envoyé pour la première fois en Afghanistan, la seule question que je me posais était de savoir combien de temps j'allais y rester. Car en Union soviétique, c'était la vie paisible, quelle qu'elle soit, et quoi qu'on en dise. Et là, je me suis brusquement retrouvé dans une situation tout à fait différente. Je me suis retrouvé à la guerre. Certes, c'était inattendu pour tout le monde. L'objectif était clair, mais il aurait fallu déterminer dès le début combien de temps on met pour l'atteindre pour ensuite pouvoir repartir.
Les Soviétiques voulaient se retirer d'Afghanistan presque aussitôt arrivés sur place. Ils y sont restés 10 ans, de 1979 à 1989, mais ils n'en avaient pas l'intention. Ils ont cherché une solution pour sortir du pays dès le début de l'année 1980. Lorsqu'ils ont pris cette décision, ils ont fait une erreur. Ils n'ont pas parlé de la durée de l'occupation. Pendant combien de temps nos armées allaient rester? 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans? Et à mon avis, c'était très important. Et les événements qui ont suivi l'ont démontré. Cette intervention, le déploiement des troupes, a été très positivement accueilli par les Américains parce qu'ils le souhaitaient. Ils voulaient que l'Union soviétique interviennent militairement quelque part. Et il y a eu l'Afghanistan. Quoi de mieux pour eux? Ils étaient très contents. Car c'était clair que les États-Unis et les autres pays occidentaux faisaient tout pour que l'Union soviétique s'enlise dans une guerre pour l'affaiblir, économiquement, militairement, politiquement. Et avec l'Afghanistan, c'est exactement ce qui s'est passé. L'armée, les militaires professionnels, comme nous le savons, n'étaient pas très heureux de cette décision. Et ils ont même prévenu les dirigeants civils que c'était une grosse erreur. L'armée soviétique était destinée à combattre une guerre en Europe. C'était leur premier but. Leur mission principale était de protéger l'Union soviétique contre une nouvelle Seconde Guerre mondiale, contre une attaque de l'OTAN, et d'être prêts en cas d'attaque nucléaire. Mais ils ne voulaient pas se battre dans les maquis, dans une guérilla en Afghanistan. Et ils le savaient. Ils savaient que ce n'était pas pour cela qu'ils étaient entraînés. Et bien sûr, ils comprenaient que si la guerre ne se passait pas bien, ils seraient tenus comme les seuls responsables. Et ils auraient une mauvaise image. Nous avions de bonnes relations avec les Afghans et notre intervention, le déploiement de nos troupes, a été reçue avec joie par la population. Ils nous ont bien accueillis, mais aussitôt il y a eu la prétendue résistance. Je souligne ce mot prétendu, car ils ont tout de suite commencé à recevoir beaucoup d'argent du Pakistan. C'est clair que c'était les Américains qui, à travers le Pakistan, donnaient de l'argent aux 10 moudjahidines. Ça leur était égal contre qui faire la guerre. Ils étaient habitués à le faire pendant toute leur vie. Ils étaient toujours en état de guerre contre quelqu'un. La résistance afghane fondamentale, si j'ose dire, était véritablement spontanée et populaire. Les campagnes se sont soustraites à l'obéissance au gouvernement central, devenu honni parce que tellement anti-musulmans, entre autres. Nous étions un groupe d'environ 20 ou peut-être 30 moudjahidines, et beaucoup étaient très jeunes. J'avais de très bons amis dans ce groupe. Qu'ils reposent en paix et que Dieu leur pardonne. Ce sont des martyrs. Nous avons donc programmé et bien préparé l'attaque. J'aurais demandé « Vous avez des balles incendiaires ?» Ils m'ont répondu « Oui, on en a ». Alors je leur ai demandé de se renseigner où serait dans le convoi soviétique le véhicule qui transporte la réserve de carburant. Dites-moi s'il est au début ou au milieu du convoi. On a attendu que le convoi arrive dans une montée, et puis on a d'abord tiré sur le véhicule avec la citerne de réserve de carburant. Ensuite, le convoi a été bloqué. Les blindés ont pris feu et les soviétiques ont tous été tués. Voilà comment ça s'est passé. Et après cette attaque, on a pu récupérer 30 ou 40 armes. Un de nos groupes s'est retrouvé dans une embuscade. Un de mes amis, que tout le monde connaît ici, commandait ce groupe. Les combats ont été très violents. Certains ont eu la tête coupée, ou on leur a crevé les yeux.
La première chose que tu ressens quand ton ami est mort, c'est l'envie de le venger. C'est l'envie de me venger. Je pense à ce chargeur qui est dans mon arme et j'ai envie de le vider sur ses ennemis. Oui, le sentiment de vengeance l'emporte sur tout le reste. La réaction soviétique a été ce qu'on pourrait appeler une sorte de génocide par déportation. Pousser toutes les régions situées entre la route circulaire qui relie les villes afghanes entre elles et la frontière pakistanaise ou iranienne. Pousser toutes ces populations donc de la grosse frontière vers l'extérieur en fonction de la stratégie soviétique utilisée en Asie centrale dans les années 20 et au début des années 30, encercle, isole, écrase. Cela a mis donc 3 millions d'Afghans entre les mains des Pakistanais et 2 millions d'Afghans entre les mains des Iraniens, permettant tant aux Pakistanais qu'aux Iraniens de jouer leur propre carte et leurs propres préférences dans ce qui devenait une résistance afghane généralisée. La société soviétique est tenue dans l'ignorance la plus totale de ce qui se passe en Afghanistan. Elle est tenue dans l'ignorance parce que, il faut bien comprendre que les médias soviétiques sont aux mains du Parti communiste, sont contrôlés, la presse, la radio, la télévision. On n'apprend jamais ce qui se passe réellement à l'étranger, à travers les médias soviétiques qui sont filtrés, qui sont contrôlés. La popularité du régime soviétique, avant l'intervention, est très faible. Vous avez un désintérêt au moins, voire une dépolitisation envers le régime. On ne croit pas trop dans le communisme. Vous avez des pénuries pour les choses les plus simples. Donc un régime qui ne sait pas nourrir son peuple, qu'est-ce que c'est que ce régime, à la fin ? Donc cet esprit fragile de rapprochement avec l'Occident va définitivement être tué par l'Afghanistan, puisque les conséquences, on les connaît. Sanctions prises à l'encontre de l'Union soviétique, embargo sur les céréales, embargo sur les technologies, boycott des Jeux Olympiques de Moscou de 1980. En termes d'image, l'Afghanistan a été absolument catastrophique pour l'URSS. Puis on arrive à la mort de Brejnev. Alors ces obsèques vont durer plusieurs jours. À la télévision, on verra le cercueil sur la place Rouge. Et je me souviens de ce spectacle absolument soporifique, effectivement, de vieux croutons portant le cercueil, des gens du Politburo qui avaient tous plus de 70 ans. Le spectacle affligeant de ces funérailles, de ces obsèques, est à l'image d'un régime qui est en agonie. À l'agonie, l'Union soviétique l'est. Et la vieille garde au pouvoir désigne un vieil homme malade pour succéder à Brejnev, Yuri Andropov. Yuri Andropov, on le connaît comme l'homme du KGB. Il a dirigé le KGB. Le KGB, ce sont les services secrets russes, la police politique, double fonction, police politique, service secret, entre 67 et 82. C'est celui auquel on attache une période d'âge d'or au KGB. Grandes opérations qui avaient été lancées sous Andropov à l'étranger, des opérations du KGB en Afrique, en Amérique latine. C'est l'époque où on arrête les dissidents, on les enferme dans les hôpitaux psychiatriques, l'époque des répressions. Alors, Andropov a le souci d'engager un dialogue avec les États-Unis, mais de fait, lorsqu'il arrive au pouvoir, la situation est presque enquistée. Les relations américano-soviétiques sont très mauvaises, on peut même dire les relations Est-Ouest sont très mauvaises. Elles sont entrées dans une phase qu'on ne peut pas qualifier de guerre froide, mais plutôt de guerre fraîche, puisqu'on n'est pas dans l'intensité de la vraie guerre froide, mais on est quand même dans une dégradation des relations Est-Ouest, qui finalement ne date pas de son accession au secrétariat général, qui est antérieure,
puisque la dégradation des relations commence en fait dans la seconde moitié des années 70. Je suis pilote dans les forces aériennes de l'armée soviétique. Je m'appelle Vladimir Koleshnikov. Avant de venir ici en Afghanistan, j'avais qu'une vision subjective, basée sur ce qu'on me racontait, c'est-à-dire absolument rien en réalité. Mais naturellement, j'avais mes doutes. Et je savais qu'en venant ici, tout pouvait m'arriver. Progressivement, bien entendu, les doutes vont apparaître. Et les doutes apparaissent d'autant plus que on va voir des pertes énormes et que les jeunes soldats qui reviennent, pour ceux qui rentrent vivants, vont tout de même parler et commencer à raconter les atrocités qu'ils ont subies ou qu'ils ont accomplies, puisque les violences ont lieu de part et d'autre. Et tout cela progressivement va susciter des critiques. Aujourd'hui, ma mission a été de rechercher des caravanes et d'abattre des cibles. Je pense que les seules personnes qui peuvent comprendre ce que je ressens et ce qu'on vit ici, ce sont ceux qui ont fait la guerre du Vietnam. Ils ont vécu la même chose. Ils étaient exposés aux mêmes dangers que nous. Dans tous les pays, dans toutes les sociétés, les gens s'occupent de leur propre vie, de leurs problèmes du quotidien. Et en Union soviétique, les gens ignorent tout de ce qui se passe ici en Afghanistan. Mais à notre retour, il y a des gens qui nous poseront des questions. Ils nous poseront des questions, mais je sais déjà qu'ils ne comprendront rien de ce que nous vivons ici. Car ici, c'est vraiment une sale guerre. Les fameux cercueils de zinc, selon l'expression terrible, qui renvoient au fait que les dépouilles reviennent dans des cercueils clos et que les familles se sentent finalement privées de leur deuil et évidemment encore plus angoissées parce qu'elles imaginent le pire. Tout cela va participer d'une dégradation évidemment de l'image de cette guerre qui n'est plus du tout légitime et qui suscite des interrogations et beaucoup de colère de la part de cette population soviétique qui se rend compte qu'on lui ment, qui se rend compte que finalement l'armée n'a jamais été la bienvenue en Afghanistan. Et tout cela va susciter de plus en plus d'incompréhension devant une guerre dont la population ne conçoit plus du tout qu'elle ait la moindre légitimité. Il nous arrive de rapporter des cercueils à la maison, au pays. Mais je ne me trompe pas quand je dis que le plus difficile dans notre mission, pour moi et mes camarades, c'est de transporter et de ramener des cercueils. Parce qu'aucune mère n'accepte nos explications sur le fils qui a bien rempli son devoir international et qui était un bon militaire. Pour le cœur d'une mère, les mots n'ont aucune importance et rien ne pourra remplacer son fils tué. Les consoler pour nous, c'est vraiment très très dur. Par le biais de ces fameux cercueils de zinc, va entrer en lice, pourrait-on dire, l'opinion civile, la société civile, les femmes, les mères de soldats, qui finalement vont incarner une forme de rejet de cette guerre en Afghanistan. Si la société russe rejette cette guerre, l'intervention soviétique en Afghanistan est une aubaine pour les États-Unis, qui justifient ainsi leur politique internationale.
En 1983, donc vous avez Reagan au pouvoir, et c'est l'année du fameux discours de l'Empire du Mal. Alors Ronald Reagan a en fait construit toute sa campagne électorale sur un message anti-soviétique versus Jimmy Carter qui était accusé finalement d'avoir été très faible et d'avoir finalement trop donné au moment des négociations pendant la détente et finalement de ne pas avoir tiré au mieux son épingle du jeu. Donc c'est ce message extrêmement fort de Reagan qu'il développe entre finalement 80 et 83. Et la thématique de l'Empire du Mal, c'est aussi une façon de justifier les choix qui ont été les siens, les déclarations qui ont été les siennes dans la période électorale. Un discours qu'il prononce devant une assemblée religieuse. Reagan est très conscient qu'aux États-Unis même, il y a un pacifisme de nature religieuse qui peut être un obstacle dans sa politique extrêmement belliciste à l'égard de l'URSS. To ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant misunderstanding, and thereby remove yourself from the struggle between right and wrong, and good and evil. Reagan sera dépeint dans la propagande soviétique comme le va-t-en-guerre absolu, comme un cow-boy toujours prêt à dégainer et à tirer. Est-ce que nous sommes des occupants, comme ils disent aux États-Unis, en Occident? Est-ce que nous habitons ou occupons dans des palais ou maisons des Afghans? Non. Nous vivons sous des tentes ou dans des maisons que nous avons construites avec nos matériaux. Nous mangeons notre propre nourriture, importée du RSS, pour subvenir à nos besoins. La seule chose que l'on prend sans payer dans ce pays, c'est l'air qu'on y respire. Il n'y a pas de différence entre la guerre d'Afghanistan des Soviétiques et la guerre du Vietnam des Américains. Les Américains au Vietnam espéraient que ce seraient les Vietnamiens du Sud qui feraient la guerre contre les communistes du Nord, et que l'armée américaine ne serait là qu'en tant que soutien, en se concentrant surtout sur la formation et les missions de renseignement. De manière similaire, c'est ce que les Soviétiques aussi espéraient que leur armée ferait avec l'armée afghane en Afghanistan. Mais comme au Vietnam, il était très difficile de maintenir la sécurité une fois les opérations terminées. Au Vietnam, quand les forces américaines rentraient à leur base, le territoire était à nouveau aux mains des Nord-Vietnamiens communistes. Les Américains et les Soviétiques avaient la même tactique. Ils dépensaient beaucoup d'argent pour rallier la majorité de la population à leur cause. Les Soviétiques le pensaient aussi. Ils les aidaient à développer leur économie, leur fournissaient de l'aide, de la nourriture, des soins, pour que la population devienne maniable et redevable envers le gouvernement communiste afghan. Ils ont donc dépensé beaucoup de ressources et d'argent. Mais en fin de compte, comme au Vietnam, cela n'a pas été efficace. Et pour Andropov, qui à ce moment-là est très malade, c'est la confirmation de ses pires craintes. Et on va voir une simultanéité de plusieurs événements qui vont accroître la thèse d'Andropov que les États-Unis, effectivement, veulent provoquer la guerre. On va passer par la ville de Sharika. C'est super dangereux par ici. À partir de là commence la zone la plus dangereuse de la région. Cette route, c'est nous qui la contrôlons de 8h à 18h. Et après, le soir, elle est sous contrôle des Moudjahidines. Ils nous observent. Et parfois, ils nous tirent dessus dans la journée.
Attention! Descendez les mecs! Planquez-vous, ça tire devant! Il y a une roquette qui est tombée juste devant notre blindé. Je vous félicite, camarades capitalistes. Parce que si les Moudjahidines visaient juste avec vos armes, plus personne ne verrait jamais vos images. À partir du moment où les États-Unis ont décidé, après 1985, que cette résistance afghane durait, que l'opinion musulmane internationale était acquise à l'idée que ce n'était pas essentiellement une guerre entre Américains et Soviétiques par Afghans interposés, mais que cette résistance afghane était réelle et profonde et ô combien musulmane, c'est à ce moment-là que les Américains ont senti, avec l'administration Reagan, qu'ils avaient la couverture politique nécessaire avec leurs alliés pakistanais pour faire parvenir un armement anti-aérien au groupe de résistants. Mais les Américains n'aident pas ceux qu'ils devraient. Si les groupes de résistants déclarent le djihad, la guerre sainte, pour retrouver la liberté et chasser l'armée soviétique de leur pays, certains groupes extrémistes profitent de la situation. Ils s'allient avec les services secrets pakistanais pour duper les Américains. Ainsi, la majeure partie de l'aide américaine, des armes et des munitions, tomberont entre les mains de groupes fondamentalistes radicaux, à commencer par un groupe dirigé par un certain Ben Laden. Par contre, dans le Panjshir, une vallée du nord-est du pays, un peuple résiste aux attaques soviétiques. Ici, aucune aide américaine n'arrive, et la récupération de matériel en tout genre est légion. Dans le Panjshir, c'est bricolage et système D. Ici, dans la vallée du Panjshir, nous n'avons rien d'autre que des armes soviétiques prises et récupérées sur l'ennemi. À la tête de ces moudjahidines, ces résistants, un jeune commandant de 28 ans, Ahmad Shah Massoud. D'ethnie tadjik, Massoud est ignoré des Américains, mais il va quand même réussir l'impossible, tenir tête et résister à l'armée rouge, pourtant réputée pour être la plus puissante du monde. Je dis clairement que nous n'avons pas de relation directe ou indirecte avec les Américains. Et aux dernières attaques, aucun n'a pas aidé moi. Et les articles qui sont apparus aux États-Unis, tout est, ce n'est pas juste, tout est plein de mensonges, et ce n'est pas vrai. Son charme, son charisme naturel et ses exploits militaires contre les Soviétiques feront de lui le symbole de la résistance afghane. On respectait le chef, on aimait l'homme. Mais dans la vallée, outre ses talents de stratège et de combattant, il est surtout reconnu pour avoir mis en place dans le Panjshir les structures d'un système étatique basé sur le respect de l'islam. Ahmad Shah Massoud était jeune, grand, beau, avec un visage fin, très charismatique, parlant bien, clairement. Il avait une grande influence sur les gens et il était très gentil. C'était une figure exceptionnelle de l'histoire de l'Afghanistan. Il était populaire. Il n'était pas reconnaissable au milieu des gens. Il était comme du camouflage parmi les gens. Il était avec les gens, sans aucune différence. Concernant ses actions militaires, il ne fait aucun doute que c'était un vrai stratège et qu'il avait un esprit militaire et un talent exceptionnel. Mais ses valeurs humaines étaient beaucoup plus évidentes. Il faut le souligner.
C'était un grand humaniste. Comme je le dis souvent, c'était l'homme le plus pacifique que j'ai connu, mais qui se retrouvait dans la pire situation, la guerre. Et même lorsque l'Afghanistan était en lutte contre les soviétiques, il pensait à long terme. Il pensait aux écoles. Il réfléchissait à leur future construction. Il préparait des lieux pour que les enfants puissent déjà étudier. Massoud, j'ai des sentiments très positifs à son égard. C'était quelqu'un de très intelligent, cultivé, qui ne prenait jamais de décisions irréfléchies. Il tenait toujours sa parole, aussi difficile que cela puisse être. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup fait pour son peuple. Pendant que Massoud résiste à l'armée rouge, à Moscou, la vie soviétique défile lentement sous le regard de Lénine, jusqu'au jour où le vieux Tchernenko, qui avait succédé à Andropov, meurt. Nous sommes en mars 1985, et c'est un jeune qui lui succède. Un nouveau dirigeant soviétique qui va peser sur le destin et de l'Afghanistan et de l'URSS. Alors cette fois, c'est son heure. Mikhaïl Gorbatchev, dauphin d'Andropov, accède au poste de secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique et ce sera donc le dernier secrétaire général. Alors l'homme est aux antipodes finalement de ses prédécesseurs puisqu'il a une cinquantaine d'années seulement. Il est né en 1931. À Stavropol, dans le Caucase. C'est un homme donc qui vient de la province. C'est un homme d'origine modeste. Il est petit-fils et fils de paysans. Et il va s'imposer comme un très bon spécialiste des questions agricoles. C'est sa marque de fabrique, pourrait-on dire. Et c'est ce qui va justifier que progressivement, il soit rappelé ensuite à Moscou et qu'il intègre le bureau politique dès 1980. Donc une carrière assez rapide qui tient au charisme du personnage, qui tient aussi encore de ses prédécesseurs, mais pas seulement par son âge. C'est quelqu'un qui a une aisance. Il s'exprime sans notes, il improvise. Et ça, pour la population soviétique qui observe son comportement, c'est tout à fait nouveau. On le voit allant au-devant de la population. Et ça aussi, c'est quelque chose de très neuf, puisque ses prédécesseurs avaient très très peu de contact direct avec la population. Gorbatchev visite des usines, il parle, il prend la parole, on le voit s'intéresser de près à la vie quotidienne de ses concitoyens. Donc tous les signaux montrent qu'on est dans une nouvelle ère. Je ne comprends pas à quoi elle sert, cette guerre. Pourquoi faut-il qu'il y ait des millions de morts? Au nom de quoi on fait cela? Pourquoi on se bat? Ici, c'est leur pays. Je pense qu'ils peuvent se débrouiller eux-mêmes et décider de leur avenir. Ils choisiront le parti qu'ils voudront. Notre présence ici n'a aucun sens. C'est une erreur. Светит луна глазом волчьим на мусульманский восток. Пьем пакистанскую молча, молча подводим итог. Ветровой в степи унылой и протухшая вода. Эх, Афган, я тебя до могилы не забуду никогда. Эх, Афган, я тебя до могилы не забуду никогда. L'année 1985 a été la plus atroce de toute la guerre soviétique parce que Gorbatchev venait d'arriver au pouvoir et les généraux voulaient persuader Gorbatchev, nous pouvons gagner, mais il faut qu'on mette le paquet avant que l'armementier aérien américain n'arrive dans les maquis. Donc cette année de 85 a été un laminage, des dizaines et des dizaines de milliers de paysans avec leurs troupeaux massacrés. Puis dès que les armes anti-aériennes ont fait leur apparition dans les maquis, il suffisait de la statistique d'un avion ou d'un hélicoptère soviétique abattu par jour pour qu'aucun pilote
soviétique n'ait envie de faire partie de cette statistique. Le résultat, quand je parle du jour et de la nuit, c'est que nous qui circulions à travers les maquis de nuit jusqu'en 1985, à partir de 1986, nous circulions de jour et les transports aériens soviétiques ne circulaient plus que de nuit, tellement ils avaient peur d'être abattus. Et dès que les forces d'occupation au sol ont perdu leur soutien aérien, l'occupation soviétique était condamnée. Quand Gorbatchev est venu au pouvoir et que la perestroïka a commencé, il a compris, ou plus exactement, je pense, quelqu'un lui a soufflé, que 6 ans en Afghanistan pour nos troupes, c'était beaucoup trop. Beaucoup d'argent de dépenser aussi. Les ressources matérielles, financières, morales, humaines étaient gaspillées. Et ce n'était pas bon pour nous et notre pays. D'autant plus qu'à l'époque, on entendait souvent dire, y compris en Union soviétique, qu'en 6 ans, on n'avait toujours pas réussi à remporter une seule victoire en Afghanistan. L'Afghanistan, c'est de fait une épine dans le pied de Gorbatchev parce que c'est une guerre, on appelait le Vietnam russe, c'est une guerre dans laquelle l'Union soviétique a des pertes énormes, dans laquelle la population souffre. C'est aussi un problème en politique étrangère parce que finalement, tant qu'il n'a pas réglé cette question, en Occident, on va le juger avec finalement le regard habituel en disant tant que l'affaire n'est pas réglée, tant que cette guerre n'est pas terminée, finalement l'Union soviétique continue de rester dans sa logique antérieure. Donc il lui faut absolument faire la démonstration qu'il est passé à une autre politique, que l'URSS est entrée dans une autre ère. D'où la nécessité cruciale pour lui de régler ce dossier. Tout ne va pas se faire facilement parce que les Américains, au départ, sont extrêmement réservés, je l'ai dit, puisqu'ils ne savent pas sur quel pied danser, mais progressivement, la confiance va s'installer. Et elle s'installe en particulier parce que Gorbatchev va faire beaucoup de concessions. C'est lui qui en fait le plus. И проведя консультации с правительством Демократической Республики Афганистан, советское руководство приняло решение, о котором я сегодня официально объявляю. До конца 1986 года из Афганистана будут возвращены на родину 6 полков, 1 танковый, 2 мотострелковых и 3 зенитных с их штатной техникой и вооружениями. Je suis retourné en Afghanistan en tant que commandant de la 40e armée et chef de toutes les forces soviétiques présentes en Afghanistan. Ma mission était très claire. Préparer la sortie des troupes et évacuer notre armée sans perte. Comment une petite vallée comme la vôtre, avec 5000 hommes mais seulement 700 armes, arrive à tenir en échec l'armée réputée la plus puissante du monde, l'armée rouge? Ça, c'est l'ex-structure de la vallée. C'est les montagnes et les rivières. Pour nous, c'est très bien. Et pour l'ennemi, c'est très mauvais. Massoud a tenu tête pendant 10 ans aux Soviétiques qui n'ont jamais pu prendre son fief, la vallée du Panjshir. Il détient la clé d'un retrait réussi car ces moudjahidines contrôlent une partie de la route qui relie Kaboul à l'URSS. Avec le général Gromov, l'entente est respectueuse, cordiale. Avec Massoud, nous ne nous sommes jamais rencontrés dans le Panjshir, mais toujours en terrain neutre. Par exemple, sur la route principale qui relie Kaboul au col de Salang, là où commence la vallée du Panjshir. On se mettait d'accord sur un endroit très précis. Moi, je venais en hélicoptère et lui à cheval ou en jeep, accompagné d'un ou deux de ses gardes, bien sûr. Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Заявление советского правительства. Действуя в точном соответствии с Женевскими соглашениями, СССР завершил вывод советских войск из Афганистана. В этой стране не осталось ни одного советского солдата.
сегодня нам опять как и вчера. С утра работа наша боевая, и по команде мы уйдем, ведь нам пора лететь туда, где мы нужны, где нету рая. Благословит нас Всевышний на удачу, нам кровь из носа надо выполнить задачу. И мы взлетаем и уходим в тот район, где бой ведет десантный батальон. И мы взлетаем и уходим в тот район, где бой ведет десантный батальон. Расчет простой и цели нам ясны. Ну что ж, тогда еще по сигарете, друг другу мы останемся верны. Иначе нам не жить на белом свете. И мы взлетаем и уходим в тот район, где бой ведет десантный батальон. Je peux vous affirmer que derrière moi, il n'y a plus aucun soldat soviétique. Ainsi se termine notre séjour de plus de 9 années. Ah, voilà votre fils. И тысячи людей сейчас ждут в Термезе наших воинов. Quand j'ai traversé le pont, je ne m'attendais pas à être accueilli par mon fils aîné. Je débordais d'émotions et dans le même temps, j'étais submergé à la fois par un sentiment de soulagement et de désespoir. Comme je l'ai compris à ce moment précis, j'avais porté sur mes épaules une énorme responsabilité pendant ces longues années et la tension nerveuse était immense, car la situation avait été très dure et très compliquée. Et cette tension nerveuse a provoqué en moi un sentiment de vide total quand j'ai traversé ce pont. J'avais l'impression que ma vie était finie et oui, intérieurement, je ressentais un grand vide. Pendant ces années 1980, toute ma vie était liée à l'Afghanistan, comme la vie de centaines de milliers de familles soviétiques, comme l'était aussi celle de mes amis et de ma propre famille. Et tout à coup, après cette guerre, arrive le début des années 1990, des années tellement difficiles qu'elles ont détruit notre pays. Вы! Убери руки, шакал! Тихо, тихо! Убери руки, я тебе сказал! Убери сигарету! En effet, en Union soviétique, les slogans changent. La parole se libère et les critiques se font de plus en plus virulentes contre Gorbatchev et le pouvoir. Le peuple demande sa démission et veut de véritables changements. Gorbatchev a échoué avec sa perestroïka. La crise économique frappe le pays de plein fouet. Les magasins sont toujours aussi vides et la population ne croit plus ni en Gorbatchev, ni en l'avenir radieux du communisme. Mais avec la perestroïka et la glasnost, il a ouvert la boîte de Pandore et initié un mouvement irréversible. L'histoire est en marche. 9 mois après le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan, le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe. La liberté triomphe. Et même à Moscou, on déboulonne les statues, à commencer par celle de Dzerzhinsky, le fondateur de la Tchéka, l'ancêtre du KGB. Le mécontentement s'intensifie, est de plus en plus acerbe contre le pouvoir, et les républiques réclament les unes après les autres leur indépendance. Les heures du communisme et de l'Union soviétique sont comptées.
Elle a été clairement, cette guerre d'Afghanistan, un catalyseur de l'effondrement de l'URSS. Mais elle joue un rôle extrêmement important parce que, d'une part, elle met à nu des difficultés militaires, puisque l'armée soviétique n'est pas parvenue à régler sur le terrain la question. Elle met à nu le coût militaire que l'économie soviétique et que la société soviétique ne sont plus en mesure de soutenir. Et donc là, ça renvoie aux problèmes structuraux du régime. Et puis, elle met à nu aussi ce mythe de l'internationalisme prolétarien, de cette grande puissance soviétique communiste venant en aide aux pays en développement, et qui se retrouve contesté brutalement par un petit pays qui tient tête à cette grande puissance. Et tout cela renvoie évidemment à l'URSS des questionnements très profonds sur son identité, sur sa capacité à se développer, sur sa capacité à tenir tête aux États-Unis. Donc il y a beaucoup de choses extrêmement douloureuses en réalité qui se jouent dans cette question afghane. Ce que l'on a appelé invasion soviétique en Afghanistan, ou guerre d'Afghanistan, et que Moscou s'est toujours obstiné à nommer envoi d'un contingent limité pour aider un pays frère, se termine en février 1989, au grand soulagement des populations afghanes et soviétiques, toutes deux multiethniques et multiculturelles. L'invasion soviétique, ou l'envoi d'un contingent limité, comme disent les Russes, est le dernier conflit de la guerre froide. Un conflit au lourd bilan, entre 1 200 000 et 2 millions de morts côté afghan, 20 000 morts côté soviétique et des millions de blessés, estropiés à vie, victimes des mines antipersonnelles, des affres d'une guerre qui a également déplacé 10 millions d'Afghans et engendré plus de 6 millions de réfugiés au Pakistan et en Iran. Une guerre qui va changer la face du monde, car si l'Afghanistan est un pays totalement détruit, il va basculer dans une guerre civile tout aussi sanglante et dramatique, avec plus tard l'émergence des talibans et du nouveau terrorisme international. Et ce n'est pas un hasard si, sur cette terre, surnommée depuis la nuit des temps le cimetière des empires, l'Afghanistan fut le tombeau de l'URSS. Une Union soviétique qui cesse d'exister 2 ans et demi après le retrait de ses troupes, en décembre 1991.